Docteur Daniel Guggenheim, bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu dans notre studio. On reprend nos habitudes d'avant la crise du corona, mais on parle toujours de la crise du coronavirus et de ses répercussions économiques, bien entendu, avec les annonces qui ont été faites hier soir. Et d'ailleurs, je voudrais vous poser la question aussi sur de nouvelles mesures d'allègement. On s'y attendait, mais elles ont été confirmées hier soir. D'abord, sur le principe, avant de rentrer dans le détail, pourquoi il faut attendre à chaque fois la dernière minute pour annoncer une mesure et puis elle est mise en application le lendemain? C'est-à-dire, pourquoi ne pas annoncer les choses et donner le temps aux gens de s'installer, de se préparer, c'est-à-dire, on a l'impression que tout est fait à la dernière minute, que les choses se font en retard, que les démarches, en particulier lorsqu'il s'agit de verser les allocations, se font très tard. Pourquoi ? Il faut diviser votre question en deux. D'abord, c'est la question générale que... la question générale... Non, c'était très bien, voilà. Alors, on reprend, voilà. Voilà, de rapprocher. Oui, la question générale que vous avez posée doit être divisée en deux. D'abord, vous posez une question générale de prise de décision. C'est une question politique dont vous avez l'habitude. Mais ça a toujours été comme ça depuis des semaines. C'est toujours comme ça. On annonce le soir et des mesures pour le lendemain, comme si on ne pouvait pas planifier les choses un petit peu mieux. Encore une fois, c'est une question de politique en Israël, de façon de gérer. Souvent, vous connaissez ça et vous parlez souvent de ces sujets de façon globale. Il faut comprendre, c'est pas non plus ma spécialité, c'est une question aussi de santé. Comme ils attendent toujours 2 semaines avant de voir qu'est-ce qu'il en est des allègements qui ont été donnés, ils ne sont sûrs qu'apparemment la veille pour savoir ce qui va se passer. Je suppose qu'il y a des discussions à l'intérieur des ministères et entre les ministères, et souvent c'est le cas de la dernière minute qui décide. Ils prennent des fois des risques. Netanyahu a dit j'ai vu le piloter à vue. Il l'a bien dit il y a quelques jours de ça. Donc il y a ça aujourd'hui, comme vous avez dit, les allègements sont surtout point de vue. On en parlera d'ailleurs à la fin des hôtelleries, c'est-à-dire point de vue des. Alors l'hôtellerie, les restaurants, les piscines, les restaurants, c'est important. Très important. Alors, parmi ces mesures, il y en a une que nous avons citée dans la revue de la presse et dans le journal, qui concerne les employeurs. Et c'est-à-dire que le gouvernement essaye d'encourager les employeurs à reprendre leurs employés qui étaient jusqu'à présent en congé sans solde, en leur donnant une allocation de 7500 jusqu'à 7500 shekels. Vous croyez que c'est quelque chose qui va suffire pour encourager ces employeurs à reprendre leurs employés ? Oui, d'abord c'est une mesure qui a été annoncée hier, comme vous dites, qui doit être passée au gouvernement dimanche. Oui. Et donc souvent on n'y est pas encore. Je vous ai parlé d'autres fois qui n'avaient pas d'état de grâce. En tout cas, c'est une façon dont il montre ce qui lui est pour lui important, comment il gère la crise. De quoi il s'agit, les 7500 ? D'abord, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que si quelqu'un, à partir très important du 1er juin, c'est-à-dire ceux qui l'ont fait en mai recevront la moitié moins. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont dit donc c'était pas bien d'avoir pris trop tôt les employés parce que ça veut dire que maintenant on recevra moins. Oui, mais d'à côté, ça veut dire que vous avez pu le faire. Ils peuvent vous répondre. Et ils disent comme ça, ces 7500 shekels ne sont pas payés en une fois. Ils sont payés en plusieurs fois, ce qu'ils appellent souvent le mot pays-mode. C'est pas parce que vous le reprenez, vous allez recevoir 7500 le premier mois. Ah bon ? Ils vont 3-4, de toute façon, c'est divisé. Ça va être étalé sur plusieurs mois. Sur plusieurs mois, de toute façon. C'est 7500 shekels sur plusieurs mois. Voilà. Ah, oui, d'accord. Et deuxièmement... Très encourageant. Et deuxièmement, ils ont dit à part ça qu'il y avait des gens que c'est très important, qui sont pris des fois qu'à l'heure, vous savez, qui n'ont pas... Bien sûr. Et qu'est-ce qui arrive avec eux ? Alors, ils ont baissé. C'est pas obligatoirement d'avoir jusqu'au SMIC. Et même à partir du moment où on recevait un salaire de 3500 shekels par mois, alors l'employeur aura le droit à cette prime dont vous venez de parler. Donc, c'est important. Une deuxième mesure très, très importante qui a été prise, et ça a été pris conjointement, en tout cas, ça a été pour l'instant annoncé, et j'espère que ça va être, qui a été pris conjointement avec le nouveau ministre Shmouly, qui s'occupe du travail et du bien social. Il a dit la chose suivante. Jusqu'à maintenant, on a souvent parlé. Les gens qui avaient reçu le Khelat, que vous avez parlé, c'est-à-dire ce congé sans solde, en France, on disait ça chômage partiel, si jamais ils recevaient des allocations du bitoire Lomi, c'est-à-dire des assurances sociales, pour une autre raison, ils étaient vieux, ils étaient malades, etc., on leur enlevait. Il n'y avait pas de cumul. Il n'y avait pas de cumul. Pourquoi il y a une loi comme ça en Israël ? C'est pour inciter les gens à travailler et à ne pas recevoir. Mais enfin, en l'occurrence... C'est pas la France, quoi, de ce point de vue-là. Oui, mais en l'occurrence,
dans ces 2 derniers mois, les gens ont été empêchés de travailler. Bien c'est sûr. pas qu'ils n'ont pas voulu. Donc il y a eu une demande alors ils ont dit qu'ils vont rétroactivement depuis le mois de mars redonner, parce qu'il y a des gens à qui maintenant, les chiffres ont été publiés d'ailleurs, les gens en moyenne ont reçu en avril 3500 shekels, qui est rien du tout, je parle des salariés. Bien sûr. Parce qu'en plus, on leur a enlevé ce qu'on leur avait donné trop en mars, et à cause des kizusim, on donne pas la partie des kizusim. Donc on espère qu'il s'agit de plusieurs milliards de shekels, que ça leur sera rendu. 2 choses encore très importantes, en tout cas symboliques qu'il a fait. Le PDG qu'il a amené, c'est quelqu'un d'anciennement du ministère des Finances, qui travaillait au transport. Et donc on espère que ça va mieux travailler au ministère des Finances. On a vu tous les problèmes qu'il y a eu pendant cette période. Et dernière chose, à mon avis, encore symbolique, très importante, il a dit que lui, il coupait son salaire. Non, Katz. Il a dit, le nouveau ministre des Finances, il a dit, je coupe mon salaire de 10%. Et il a fait dire dans la presse qu'il va le faire aussi pour les grands salaires dans les fonctions publiques. Et donc beaucoup ont réclamé que les gens dans le secteur public qui gagnaient beaucoup d'argent, 50-60 000 shekels, n'avaient pas été touchés par la crise. Et apparemment, ils vont devoir aussi être solidaires. Alors, il y a une déclaration également du gouverneur de la Banque d'Israël qui n'a pas été très présent, il faut bien avouer, pendant la crise. On l'a cherché, le professeur Amir Yaron. On n'a pas entendu beaucoup. Certains ont même critiqué une forme de sa passivité, mais là tout de suite il y a 2 jours il est ressorti de son anonymat pour dire que finalement la reprise allait être bien plus lente que prévu, la reprise économique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire et nous donner les données du premier trimestre qui ne doivent pas être particulièrement réjouissantes? Oui. D'abord, moi, je l'ai entendu parler, ceux qui veulent l'écouter l'ont entendu. Ce qu'on lui a beaucoup reproché, les économistes, les financiers, c'est qu'ils ont agi tard. Et ils n'ont pas sur les marchés financiers, et ça fait que ça s'est écroulé. Pas comme en Amérique, tout de suite, ils ont pris de bonnes décisions. Ça, surtout, on lui a reproché. Deuxièmement, il a vu les chiffres que 25% des gens ont bloqué leur mashkantot, leur prêt, ont demandé un blocage. 25%. Oui, et ça a dû l'affoler. Et c'est pour ça qu'il a dit d'ailleurs au gouvernement cette semaine qu'il ne faut pas monter les impôts et il ne faut pas faire des coupes budgétaires. Il a dit qu'il n'était pas question d'envisager des coupes budgétaires aujourd'hui parce que c'est un des plans du ministère des Finances. C'était ce qui était prévu en tout cas avant la crise du coronavirus. On nous avait déjà fait miroiter cette coupe sombre horizontale dans les différents ministères. Mais là, il dit il n'en est pas question, c'est pas possible. Et vous confirmez que sur le plan économique, ça serait un coup de massue insupportable. Toujours la banque qui serait toujours l'orthodoxie financière, et donc on est très content d'entendre qu'il vient de dire justement. Alors, quels sont les chiffres qui sont tombés dont vous avez fait allusion là? L'Institut statistique en Israël a donné les premiers chiffres officiels de cette période, du premier trimestre, c'est-à-dire la moitié de cette période, c'est la période du corona. Une baisse de 7% de la croissance, c'est-à-dire on est en récession. Il faut quand même relativiser ça par rapport à d'autres pays. Par exemple, j'ai vu en France, c'est 20%. Ça veut dire que quand même, en Israël, ça a eu un gros choc, mais un tiers de ce qui s'est passé dans les pays développés apparemment. Une baisse de la consommation, surtout des vêtements, acheter des vêtements et des trucs électroniques jusqu'à 30%. Les seules choses qui ont bien augmenté, on le savait bien sûr, c'est concernant la nourriture et les produits pharmaceutiques. Ça oui, il y a eu là-dessus des bons chiffres, mais concernant ce que vous dites pour le reste de l'année, justement, le Banque d'Israël a dit qu'il pensait que la croissance sur toute l'année il y aurait une récession, mais moins importante que ce qu'il pensait, puisqu'il voit les premiers chiffres, il voit d'ailleurs que ça repart que ça commence à repartir à partir du moment où on a déconfiné, et il a été un peu plus encourageant. Quand vous dites ça repart, c'est difficile à imaginer parce que quand on voit les données, on a l'impression que tout le monde est encore au chômage, qu'il y a encore 1 200 000 chômeurs, donc qui étaient salariés et qui sont devenus chômeurs. Et il y a en plus de ça tous ces indépendants. Je citais dans la revue de la presse le Yediot Aharonot qui fait vraiment une campagne de solidarité avec les indépendants et qui présente chaque matin dans ses pages au moins une quinzaine d'indépendants qui ont tout perdu et qui se mettent en faillite d'une certaine manière. C'est-à-dire, il y a
il y a des données à ce niveau-là? Moi, j'ai été étonné de voir qu'il n'y a que 40% des Israéliens qui se sont plaints d'avoir eu un problème, d'avoir été embêtés point de vue économique, d'avoir eu un problème économique à ce moment-là, de dire je me sens moins bien économiquement que ce qu'il y a avant. Je pense que j'ai été très étonné, c'est seulement ce chiffre-là qui a été énoncé. Il y a une augmentation énorme, comme vous dites, un peu de ce qu'on appelle les charadot, c'est-à-dire l'effroi, la peur, la tension des... Et je voudrais dire, vous me ferez rappeler, très important pour les indépendants, puisque vous en parlez. J'ai vu ça que le Mas Akhnasa, les impôts, ont envoyé aux indépendants maintenant des demandes de Mikdamot masse pour des gens qui ne payaient pas obligatoirement des impôts en disant en janvier-février, vous n'avez pas déclaré, ce qui était d'ailleurs souvent faux, ce que vous avez gagné. Et donc, obligatoirement, comme ça, arbitrairement, je vous demande de payer tant et tant de milliers de shekels. Et c'est marqué en bas de la page, si vous ne le faites pas, on va vous prendre sur votre salaire, on va vous, je ne sais pas quoi, tous les jours. Je crois que, en plus, quelques jours après, ils annoncent qu'ils se sont trompés et finalement, c'est annulé. Je crois qu'il faut que les impôts fassent très attention à cette période, puisque vous parlez d'indépendants et des gens qui sont à l'effroi, des gens qui ça peut amener des problèmes. J'en ai entendu parler par Kalita, malheureusement, des problèmes de santé, que ça peut... Et je crois qu'ils devraient faire attention de ne pas donner des lettres comme ça, des lettres qu'on appelle kastar en hébreu, c'est-à-dire qui ne veulent rien dire du tout et qui souvent s'avèrent faux, mais pour les gens qui sont déjà en problème économique et autres, et qui sont souvent au chômage, ou souvent que l'entreprise n'existe pas, c'est un coup de plus. Alors, je voudrais qu'on parle de la compagnie d'électricité qui fait parler d'elle, justement parce qu'elle pourrait, dans l'absolu, faire baisser le prix de ses services, mais elle ne le fait pas. Oui. Alors... On a parlé souvent de ça. Oui, on a parlé. Il y a le gaz, et ils ont un contrat de assez long terme avec ce qu'on appelle les Viatan, c'est-à-dire les entreprises, les plateformes qui sont par Tchouva. Tchouva, qui n'est pas particulièrement en forme lui-même. Oui, ils ont sur le plan économique. Un appel d'offres pour 2021 déjà maintenant, en disant on a le droit, d'après notre contrat, de faire des nouveaux accords. Il faut savoir qu'Israël paye, comme je l'ai dit, 30-40% de plus le prix du gaz, la compagnie d'électricité, que ce qui se fait dans le monde. Le monde est inondé en ce moment par le gaz russe et par d'autres gaz et par d'autres pays. Et on pense même, comme c'est arrivé pour le pétrole, on en a parlé il y a 1 ou 2 mois, qu'il y a eu un prix négatif, on pense que peut-être en juin, le prix du gaz serait négatif. Alors qu'ici, la compagnie d'électricité le paye pour $6. Ouais. Alors ils vont essayer de baisser de 35% les prix du gaz. Maintenant, quelque chose de très très important, et ça je parle à nos auditeurs qui sont consommateurs d'électricité. Cette semaine, il y a quelques jours de ça, des gens sont allés devant la justice pour attaquer la compagnie d'électricité en disant, nous personnellement, et nous connaissons d'autres personnes, nous avons eu des coupures abusives, illégales. Vous savez que si vous ne payez pas l'électricité, on vous coupe l'électricité. Seulement, il y a une procédure légale. Et ça s'est produit pendant le corona ? Aussi. Je ne sais pas, en tout cas, ils parlent d'une longue période où ça s'est produit. Ils apportent des preuves. Les compagnies d'électricité doivent faire beaucoup de choses avant de couper l'électricité, ils doivent être sûrs que la personne a reçu et doit attendre, etc. Et ils ne l'ont pas fait. Et ils font payer après, d'ailleurs, les lettres qu'ils envoient, les choses comme ça, à ceux à qui ils ont coupé l'électricité. Ils ont évalué ça à une frais de 150, au moins un shekel par personne. Et maintenant, ils sont allés devant la justice en demandant 30 millions de shekels qui devraient être remboursés aux consommateurs pour avoir fait justement ces coupures illégales. Il faut voir ce qu'il va donner, puisque la procédure judiciaire ne fait que commencer. Mais j'espère, en tout cas, point de vue de la compagnie d'électricité, ça va changer sa façon de faire par rapport à sa politique de coupure abusive et illégale pour les consommateurs. Alors, il nous reste 1 minute pour parler de Shavuot. Oui. Alors, toujours, j'aime bien avoir les fêtes. D'abord, je voudrais surtout dire à nos auditeurs Chag Sameach, après le grand déconfinement, je suppose que ça sera une fête particulièrement heureuse, que tout le monde la profitera. 2 parties. D'abord, le parti Shavuot, c'est souvent une fête d'agriculture. Oui. Alors, je voudrais parler du blé. Elle aussi, elle a été touchée, l'agriculture, par la situation et même par la dernière semaine de... La dernière semaine de chaleur, de pic de chaleur qui a provoqué par exemple la destruction de centaines de tonnes de pastèques qui ne seront pas produites. Ok, alors 1 million de dunams de blé, c'est-à-dire il serait beaucoup 200 000 tonnes, j'ai vu de blé qui sont faits par an. La vache israélienne est une vache des plus productives. Oui, ça on l'a déjà dit. On a dit 32 litres par jour. C'est la vache de Nouva. À votre avis, qui est en Israël le secteur qui consomme le plus de fromage?
J'ai du mal à vous le dire, mais le monde orthodoxe. Non, le fast-food. Au point de vue économique, je parle. Ils ont dit, j'ai vu, c'était... le fast-food. Fast-food, parce que dans les pizzas et des choses comme ça, pour il y les a beaucoup pizzas, de fromage dedans. C'est eux les plus grands consommateurs. Il y a un très, très grand marché aussi de ce qu'on appelle en Israël le tachlif et khalaf, qui remplace le lait, parce que du point de vue santé, on parle de 200 millions de shekels par an, c'est un marché très important. Point de vue du tourisme, c'est aussi, peut-être beaucoup de nos auditeurs vont pouvoir, comme je l'ai dit, prendre de l'air. D'abord, il faut dire que pour les Tzimmer, dès qu'en Israël, dès qu'ils ont entendu qu'on déconfinait, il y a eu des appels, et d'après ce que la presse dit, ils sont remplis. Et c'est une bonne chose, je trouve, pour qui on est. Vous l'avez, je sais pas. Et deuxièmement, les hôtels. Les hôtels ont baissé de 20% leur prix. Maintenant, question, combien vous pensez... Plus pour longtemps, quoi. Combien vous pensez que pour vendredi Shabbat cette année, à Eilat, vous allez dans un hôtel, un couple, 2 enfants, demi-pension, 7 000 shekels. 5 000. Bon, très bien. Et du côté du Kinneret, 3 000. Bon, eh bien, écoutez, oui, ça fait réfléchir. En tout cas, c'est la preuve qu'on est en train de sortir de cette crise, mais que malheureusement, il y a des gens sur le bas-côté de la route qui risquent d'être durement frappés, qui sont déjà durement frappés. Merci beaucoup, Dr Daniel Guggenheim, d'avoir été avec nous ce matin.